Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission des chansons de ma vie, un rendez-vous qui, si j'en juge par vos chaleureuses réactions, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Aujourd'hui, notre invité est quelqu'un qui sait absolument tout faire et qui d'ailleurs l'a prouvé. Attaché de presse des plus grands artistes, journaliste musical, animateur muet de télévision, animateur parlant de télévision, animateur radio, comédien, producteur, chanteur et écrivain. Il a forcément accompagné un bout de notre enfance ou de notre adolescence, éternel adolescent, je pense qu'il est toujours un petit peu resté. C'est monsieur Jaki Jakubowicz, Jaki pour les intimes, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Radio J dans les chansons de ma vie. Bonjour Jaki, comment allez-vous ? Mais très bien, et vous-même Bah écoutez, moi ça va plutôt. Vous vous reconnaissez dans le Ah oui, c'est moi, portrait ? c'est tout à fait moi, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous l'avez toujours plus propre ? Ah bah oui, toujours, d'ailleurs c'est complètement propre en ce moment. C'est trop propre peut-être. Mais vous faites une machine par jour, c'est ça ? J'en fais une par jour entre 17h30 et 18h30 sur EDF1. Voilà. C'est ça, alors Jaki je reprends. Jaki lave plus propre, le JLPP, c'est le rendez-vous en clair sur IDF1. C'est la seule émission où vous acceptez encore de faire passer des débutants. Oui. C'est rare, il y a plus je suis ça. La seule, c'est ce que me disent les attachés de presse et les artistes. Je suis la seule en ce moment en France. Hein, après, je sais pas. Et ça vous plaît d'être un genre de découvreur comme ça ? Oui, j'adore ça. Vous écoutez tout ce qu'on vous envoie ? Oui, mais il n'y a pas que des chanteurs. Hein. Il y a aussi des romanciers. Donc je lis tout ce qu'on m'envoie, j'écoute tout ce qu'on m'envoie. Oui. Il y a et vous choisissez et vous faites votre marché. Voilà, je fais mon marché. Voilà. Combien de jeunes talents comme ça vous révélez par semaine ? Il y a 4 invités par jour, 4 fois 5, 20. Parce que c'est du lundi au vendredi, ça fait 20 par semaine. Vous avez des exemples comme ça d'artistes ou d'écrivains qui sont venus chez vous, qui ont fait leur première télé chez vous et qui ont fini par faire une immense carrière ? Il y en a, je pense à certains humoristes. Il y a eu Baptiste Le Caplin, qui n'était pas très connu à l'époque. Ah oui, effectivement. Alex Lutz, enfin des gens comme ça. Quoi. Lutz a fait sa première télé peut-être chez pas vous. Sa première, mais peut-être sa 6e, quoi. Alors, je dois vous dire, Jaki, que je suis spécialement heureux et honoré de recevoir aujourd'hui l'ancien rabbin que vous êtes. Parce que le rabbi Jaki Chaud... Je suis rabbi Jaki. Vous l'êtes resté, mais vous avez vraiment pratiqué dans un show, le rabbi Jaki Chaud, sur TFJ, une chaîne de télévision juive qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui. Qui n'existe plus, mais qui était fort sympathique, où je me suis bien amusé. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'était entre 2000 et 2006. Voilà. D'accord. Et vous avez fait de grandes études de théologie pour être rabbin ? Bien sûr. Surtout après la circoncision, tout ça. C'est ça. C'est très délicat. Est-ce qu'il paraît que vous avez un très joli... Non, surtout moi, je fais un sécateur. Ah oui, d'accord. Vous le faites à la route, ça, voilà. À l'ancienne. Alors, Jaki, vous connaissez le principe de notre émission. C'est vous qui êtes, durant plus d'une heure, le rédacteur en chef de cette émission. Vous avez eu la gentillesse de me souffler à l'oreille quelques-unes de vos chansons favorites, des chansons qui ont marqué votre vie. Et puis voilà, tout au long de cette petite heure, nous allons nous promener au pays de vos préférences musicales. Bien sûr. Alors, votre premier choix, c'est un certain Serge Gainsbourg. Et le titre, c'est SS in Uruguay. Oui. Serge Gainsbourg, je crois que vous avez été son attaché de presse durant quelques 8 ans, non ? Oui, pendant 8 ans, j'étais attaché de presse de Serge, oui, c'était vraiment bien. Il m'a pratiquement tout, il m'a appris la vie, quoi, parce que moi, à l'époque, j'avais 26 ans, donc jeune encore. Oui. Et je l'ai rencontré grâce à Louis Nucera, qui à l'époque était directeur de la promotion chez Philips. Qui était un grand écrivain aussi. Oui, qui après était un grand écrivain, spécialiste des chats et de vélos. Oui. Directeur de collection chez Lattès. Et il s'est retrouvé, bon an, mal an, chez Philips, directeur de la promotion. Et Gainsbourg cherchait un attaché de presse. Il m'a engagé chez Philips au départ pour m'occuper de groupes anglo-saxons, parce qu'il détestait le rock'n'roll. Il est néanmoins sympathique. Il fallait qu'il trouve quelqu'un pour s'occuper des groupes Alors que rock. Vous, le rock'n'roll, vous le parliez couramment ? Ah oui, je parle couramment le rock'n'roll. Et il m'a dit, Serge, je pense à toi pour Serge Gainsbourg, c'est pas sûr qu'ils te prennent, mais je vais te présenter. Voilà. Alors, expliquez-nous comment l'étudiant journaliste que vous étiez s'est-il retrouvé un jour dans une maison de disques ? Il n'y a pas une certaine Daisy Lama qui... Daisy Lama, qui à l'époque était la femme de Serge Lama, voilà. Avec qui j'étais ami, qui sortait avec un copain à moi, que j'ai rencontré chez Serge Lama ou Daisy Lama, attendez. Non, Daisy Lama, à l'époque, était déjà séparée de Serge Lama. Donc, elle sortait avec un copain à moi que j'ai rencontré chez un coiffeur, je me souviens. Une personne absolument charmante que j'ai eu le bonheur
aussi de croiser et qui n'est plus et qui était vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Bon, Jackie, un jour, je vois que t'adores la musique, t'adores le rock'n'roll. Si un jour il y a une place chez Philips, je t'appelle. Alors, c'est pas vos parents qui l'a croisiez, c'est pas votre maman qui connaissait Daisy Lama. Pas du tout. Il y avait pas un truc de voisinage. Non, du tout. Non, du tout. Non, du tout. C'est vraiment un ami à moi qui m'a présenté. Et 3 semaines après, elle m'appelle, m'a dit écoute, il y a une place qui se libère d'attaché de presse. Je vais te donner rendez-vous avec l'UNICEF, mais c'est pas sûr qu'ils te prennent, hein, parce qu'il y en a 3-4 qui vont venir. Et je suis venu. Moi, à l'époque, j'avais une allure pas possible, avec des cheveux jusque-là. Jusque-là aux épaules, donc. Oui, pardon. Aux épaules, c'est de la radio. Oui. Des chemises bariolées, des vestes bariolées. On vous imagine bien comme ça. Des chaussures avec genre fer à repasser avec des grosses semelles. Ouais. Et j'arrive, je frappe à la porte du bureau de l'UNICEF, il me dit entrez avec son accent niçois, enfin je le fais mal. Oui. Et pendant 5 minutes, je reste debout. Je dis putain, mais qu'est-ce que je vais faire là? Le mec, il me dit pas de m'asseoir pendant 5 minutes, donc il y avait une espèce de malaise. Surtout moi, oui. Et il était là, il écrivait, il me Morgane, il dit asseyez-vous. Alors, je m'assois. Et je crois qu'il vous a posé une question précise. Deux questions. Il m'a posé 2 questions. Il m'a demandé si je parlais anglais. J'ai dit oui, parce que je parlais anglais. Et il m'a demandé est-ce que tu connais quelqu'un dans le showbiz? J'ai dit non. En 2 secondes, j'ai dit je veux pas le barrer, parce que s'il se renseigne, je vais être mal. Bien et sûr. c'est vrai, je connaissais personne. Enfin, à part des Lama, mais bon, je connaissais personne. Non. Il me dit merci. Bon, il m'a gardé 5 minutes, je suis sorti, j'étais désir, mais jamais il me prendra. Il m'a posé des questions, il m'a gardé 5 minutes. Et le lendemain, il m'a appelé chez moi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Ouais. Il m'a dit, vous commencez quand vous voulez. Le lendemain matin et l'après-midi, j'étais chez Philips. Donc ça a démarré comme ça, quoi. Et la musique, elle jouait quelle place chez vous, à la maison, auprès de vos parents? Une énorme place. Vous écoutiez quoi quand vous étiez petit? Alors, tout petit? Oui, chez les Jakubowicz. Chez les Jakubowicz, rue Saint-Ambroise. Quand j'avais 10 ans, je pouvais pas. Bon, j'écoutais ce que mes parents écoutaient. Donc, mes parents écoutaient ils écoutaient pas. Ils écoutaient un duo qui s'appelait Zigan et Schumacher. C'était les Poiré Serrault juifs. C'était en yiddish. C'est ça? Voilà. Et bon, moi, je parlais. C'était de la musique klezmer ou c'était de la musique? Non, c'est pas de la musique. C'est les Poiré Serrault. C'était des sketchs en yiddish. Des humoristes. Des humoristes, ouais. Je m'en souviens encore. J'ai gardé un 45 tours d'ailleurs. Et parce que moi, mes parents, ils parlaient yiddish entre eux, donc il fallait que je comprenne, parce que c'était pas mal en maternelle, mais presque, quoi. C'est ça, puis quand ils voulaient dire du mal de vous, ils parlaient voilà, yiddish. Voilà. Et après, alors ce qu'ils m'ont fait écouter, bon, moi à l'époque, je subissais ce qu'écoutaient mes parents, c'était les Compagnons de la chanson. Avec Fred Mella. Bon, c'était bien, pas mal. C'était bien. C'était bien. Mais bon, vers 15-16 ans, je me suis quand même... émancipé. Mes parents m'ont envoyé à Londres, dans une famille, et c'est là, à 16-17 ans, où j'ai vu quand même les Beatles, les Kings, les Animals sont marqués à Londres. Et là, ça m'a... Ça a changé des Compagnons de la chanson. C'est différent. Hein. J'ai beaucoup d'estime pour les Compagnons de la chanson, mais bon. C'était autre chose. C'était autre chose, et voilà. Alors, on en revient à Serge Gainsbourg, qui a été votre premier client, votre premier patient. Oui, patient. C'est plus patient que client, oui. On a tout dit et tout écrit sur Gainsbourg. Au quotidien, vous l'avez vécu comment, lui? C'était qui Serge Gainsbourg avec vous? Moi, à l'époque, j'étais complètement fan, donc je m'occupais de quelqu'un dont j'étais fan, donc c'était pas évident. Mais il était charmant. Même la première fois que je l'ai rencontré, quand l'UNICEF me l'a présenté, il habitait rue de Verneuil. Oui. Mais je sonne et c'est lui qui ouvre. Bon, déjà. Bon. Là, c'est toi. Donc vous avez 26 balais et vous arrivez pareil avec oui, mais là, ça ne le dérangeait pas. Ça, avec les chaussures. Oui, mais lui, il n'y avait pas de problème. Au contraire, ça l'arrangeait, je crois. Mais alors, il est très timide, Serge Gainsbourg. Donc, et puis moi, je suis pas timide, mais j'étais... Impressionné, j'imagine. Impressionné, oui. J'étais impressionné par Gainsbourg. Donc, il y a eu un espèce de temps mort. Hein. Puis au bout de 5-10 minutes, il m'a parlé. Et puis il m'a dit, OK, moi, je t'aime bien. Tu t'occupes de moi. OK. Voilà. Ça s'est fait très rapidement, quoi. Et toute cette image, toute cette légende de mec qui se déchirait tous les soirs et tout. Alors, c'est faux. C'est faux, quelqu'un c'est faux. Vous l'avez pas connu comme ça. Soirs. Oui. Il se déchirait, mais bon, j'étais là pour... mais il y a des fois, mais comme c'était son image de marque, quand il partait en promo, en radio, en télé, il faisait semblant d'être sous. C'est ça. Voilà. Il fait semblant d'être ivre, mais il l'était pas du tout, mais il le jouait bien aussi. Hein. Gérard Davoust, qui est un grand éditeur et qui l'a bien connu, me disait que c'était quelqu'un d'extrêmement travailleur, qui jouait gros bosseur, qui jouait le rôle du mec j'ai écrit dans l'avion. C'est un faux décontracté. Non. En fait, c'est un vrai bosseur. Oui, c'est un vrai bosseur. Oui. Mais par contre, c'est un vrai bosseur, mais qui travaille dans l'urgence. Mais quand il travaillait jour et nuit. Alors, comme aux armées, etc., il a dit à Louis Hazan, je me souviens toujours qu'il était à l'époque PDG de Phonogramme. Il lui a dit tout est prêt. En fait, rien n'était prêt. Il partait en Jamaïque. Il avait juste le titre qui s'appelait Aux armées, etc. Il avait écrit ni la musique ni les paroles. Et en 9 jours, il a tout composé et c'était son premier disque d'or. Comme quoi, rien n'était prêt. Bon. J'imagine que lorsqu'on vit aux côtés d'un personnage haut en couleur, on apprend forcément plein de trucs. Oui. Quelle est la chose de lui qui vous a le plus marqué, que vous avez gardé? Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il y a une attitude? Est-ce qu'il y a quelque chose de
celui pour que vous moi, avez c'est un gardé. dandy, quoi. Puis beaucoup de respect pour les gens. J'ai appris la générosité. Il notait tout de suite les gens. Il avait un instinct comme ça. Il savait tout de suite avec qui il avait... Au bout de 5 minutes, il savait tout de suite avec qui il avait affaire. Il avait scanné le mec, quoi. Voilà, tout de suite. Voilà. Moi, j'ai appris ça. Je le regardais. J'ai appris à me comporter. Pas comme lui, parce que j'y arriverai jamais, mais un peu comme lui. Et aujourd'hui, vous, quand vous voyez quelqu'un, Tout vous de suite. scannez vite la personne. Assez rapidement, oui. Vous avez un pif qui... Oui, je suis un peu instinctif, quoi. Alors, vous avez été attaché de presse. Lorsque la notoriété, quelques années plus tard, est venue frapper à votre porte, Oui. ils l'ont vécu comment, vos patients? Très bien. Il n'y a pas eu de petits problèmes d'ego, il n'y a pas, il y a pas eu non. des gens qui ont été un peu dérangés de voir leur attaché de presse devenir presque Non, plus surtout connu que j'ai continué. Quand j'ai démarré la télé, c'est grâce à Antoine, ou à cause d'Antoine Decaune que je rencontrais. Je lui vendais mes disques. J'essayais de lui vendre des groupes pour Chorus. Ça, on va en parler après. Mais D'accord, ok. donne... Alors, j'explique. Mais Oui. moi, à la fin, le seul, justement, enfin, les deux seuls que ça ne dérangeait pas que je sois devant la caméra, c'était Alain Bachung et Serge Gainsbourg. Voilà. C'est pour ça que vous les avez choisis. Mais après, bon. Mais après, moi, je m'occupais de groupes étrangers, donc je les revoyais plus. Donc, c'était pas gênant. Les seuls que j'ai revus, c'est Peter Gabriel après, Platine 45, tout ça. Mais Serge, lui, il est au contraire, il m'a dit, mais vas-y. Les phonogrammes, moi, ils m'ont viré parce que je faisais de la télé. Et Gainsbourg a dit au PDG Phonogramme, mais moi, Jackie, il me convient, je le garde. Je le garde. Sauf que, comme il m'avait viré, j'étais freelance, donc je gagnais beaucoup plus d'argent en freelance en m'occupant de Gainsbourg et de Bachung, qui étaient les seuls qui voulaient bien me garder, que quand j'étais salarié en CDI. Donc pour moi, c'était tout bénef. Tu vois. C'était quoi comme type de rapport avec des artistes aussi entourés? Est-ce que vous avez pu avoir des rapports d'amitié avec eux? Je dirais pas amis. Amis, le mot est fort, mais de connivence quand même. On était de vraie proximité. De vraie proximité. On n'est pas amis avec Serge Gainsbourg, on n'est pas amis avec Alain Bachung, mais on peut avoir des... Voilà, je ne me prétends pas être un ami, quoi. Alors, de Gainsbourg, vous avez choisi un extrait de l'album Rock Around the Bunker, paru en 1975. Oui. SS in Uruguay. À l'époque, les albums de Gainsbourg, c'était pas du tout les gros cartons. Ah non, mais moi je ramène. Pour moi, c'est les plus beaux albums qu'il ait fait, mais j'allais en radio, on me disait, Monique Lemarcy, qui à l'époque dirigeait directrice des programmes d'RTL, me disait, c'était la grosse phrase de l'époque, ce n'est pas la couleur de l'antenne. Alors, ce n'est pas la couleur de l'antenne, il fallait comprendre que ça ne passera jamais. Effectivement, ça ne passait à l'époque, c'était plutôt My Brand, quoi. C'était plutôt My Brand qui était couleur antenne sur RTL. Oui, ou Hervé Villard, ou c'est Jérôme, que j'aime bien, il n'y a pas de problème. Mais ces albums qui sont devenus cultes aujourd'hui, c'est quand même des Melody Nelson, The Bunker, c'est culte aujourd'hui. Oui, et puis il est devenu disque d'or à titre posthume, donc il ne le saura jamais. Le seul qu'il a vécu disque d'or de son vivant, c'est aux armes, etc. Et quand je suis venu en radio avec Around the Bunker, c'est vrai que non, c'est pas possible, ça ne passera jamais, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un album que j'adore parce que, bon, d'abord, on est juif, enfin, moi je suis juif polonais, lui juif russe. Oui. La judaïté nous rejoignait beaucoup sûr. Parce que Serge, contrairement peut-être aux apparences, était très juif. Très juif. Et il aimait beaucoup sa famille, comme tout juif ashkénaze qui se respecte. On oublie qu'il a composé au moment de la guerre des 6 jours, Le Sable et le Soldat, en une nuit qu'il a fait partir par la valise diplomatique et qui est devenu un hymne de Tzahal, un hymne de l'armée israélienne. Et moi, c'est un album qui m'a touché et naturellement, personne ne voulait le jouer, quoi. Donc c'est un album qui, voilà, j'ai voulu... Il le vivait comment, lui, le fait justement d'être reconnu et célébré comme auteur-compositeur de tubes pour les autres? Oui, non, mais pour lui, il n'arrivait pas à vendre l'album, il le vivait très mal parce que il était très anxieux et très angoissé et très inquiet. Donc à l'époque, il n'y avait pas de portable, il pouvait m'appeler à 3 du mat chez moi en me disant alors, comment ça s'est passé, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais demain, tu vois quelle radio? Alors moi, il voyait bien que vous ramiez, quoi. Oui, je lui dis non, puis en plus je lui disais, j'allais pas lui dire non, c'est bon. Ah ben, il le vivait très mal. Il le vivait comme une blessure, ça. Oui, une vraie blessure. Mais tout en étant conscient de son talent et tout en voyant. Oui, bien sûr. Tout en voyant que pour les autres, ça marchait, quoi. Oui. Non, puis en plus, même les gens de métier lui disaient, mais tu as beaucoup de talent, sauf qu'il ne passait pas son disque, quoi. SS in Uruguay, le choix de Jackie dans les chansons de ma vie sur Radio Juif. SS in Uruguay, un titre lourd de sens. La Shoah, l'horreur perpétrée par les SS. On en parlait beaucoup chez les Jakubowicz quand vous étiez petit. Ah oui, on en parlait beaucoup, parce que moi, j'ai jamais connu mes grands-parents paternels et maternels qui sont tous morts à Auschwitz. Donc, on en parlait beaucoup, oui. Donc, il y avait ce poids-là qui était... Oui, bien sûr. Et beaucoup de pratiques religieuses à la maison ou pas du tout? Petite pratique religieuse, mais c'était pas systématique.
mais on faisait les fêtes juives, ça c'est sûr. On faisait Genre Kippour, voilà. Ouais, Kippour, oui, bien sûr. Pessah, Rosh Hashanah et Pessah, ça c'était, voilà. Vos parents n'exerçaient absolument pas dans le monde artistique, je crois. Ah, pas du tout. Mon père était tailleur sur mesure et ma mère faisait des retouches dans l'arrière-boutique. À moins que ce soit artistique, je sais pas, de faire des costumes sur mesure. Moi, je crois que des bons costumes, c'est artistique. Bah voilà, enfin, mon père était tailleur, oui. Et quelle tête ils ont fait lorsque vous leur avez dit que vous alliez faire de la musique et puis que vous alliez faire de la télé? Ils l'ont vécu comment, tout ça? Ma mère l'a bien pris, mon père l'a très mal pris. Il m'a dit, mais tu gagneras jamais ta vie en étant devant la télévision, tu n'es qu'un saltimbanque. J'étais plus saltin que banque, c'est vrai. Et mon père, il fallait que je reprenne. Il voulait que je reprenne ces magasins de fringues, quoi, ces magasins de schmatt, d'accord. De schmattes, voilà. Comme on dit au Yiddish. Mais j'ai dit, papa, je sais pas le faire. Tu vas faire faillite en 3 jours. T'as plus de boutique, quoi. Et donc il était désespéré. Donc il a vendu ses boutiques. Et moi, je me suis lancé là-dedans, quoi. Mais ils ont dû être honorés, quand même flattés, lorsqu'en 78, ils vous voient dans l'émission Chorus aux côtés d'Antoine Decaune. Quand même, la télé, ça vous sacralise quelqu'un, quand même. Oui, Chorus. Et puis après, quand j'ai fait Les Enfants du Rock, bien sûr, 45, le Club Dorothée, Récréa 2, alors là, ma mère, elle gardait dès qu'il y avait un papier sur moi, elle a tout gardé. Elle faisait Lina, quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'est Madame Ina. Alors, on vous voit au début dans un rôle, je vous ai, tout à l'heure, dans la présentation, je vous ai qualifié d'animateur télé muet, d'animateur télé parlant. Oui, c'est vrai que je me qualifie comme ça aussi, oui. Animateur télé muet aux côtés d'Antoine Decaune, dans l'émission Chorus. Comment ça a commencé, ce truc-là? Alors, moi, j'allais voir Antoine quand j'étais attaché de presse, je lui proposais mes groupes, voilà, ça, tu trouves, voilà. Et puis on est devenus potes, et puis il m'a dit, écoute, Jackie, viens avec moi. Chorus, ça s'enregistrait, les plateaux s'enregistraient le samedi matin, donc moi, normalement, je travaillais pas le samedi. Oui. Il m'a dit, mais viens avec moi, on va faire les présentations ensemble. Alors au début, j'étais comme ça, j'étais même pas. C'est du bénévolat, je faisais ça en plus de phonogramme, quoi. D'accord. Et on a trouvé un truc tous les deux, c'est lui, il était face caméra, il démarrait à la télé aussi. Donc ma présence, c'est ce qu'il a dit après, donc je peux le dire, le rassurait. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je parle? Il me dit non, tu fais des grimaces, tu me mets les doigts dans le nez, les doigts dans l'oreille. Je faisais ça. Et le duo a marché, quoi, parce que on était en 78-79, et c'est vrai que c'était hyper innovant, quoi. Mais vous saviez que vous avez ce talent, parce que vous auriez pu vous retrouver comme un lapin dans les phares d'une voiture, quoi, devant la caméra. Mais oui, mais ça passait. Vous saviez que vous aviez envie de faire rire, vous aviez envie d'entrer dans la lumière. C'est quelqu'un de très très drôle, Antoine Decaune. Moi, j'avais envie de déconner, mais j'étais comme ça dans la vie, moi, déjà. Alors je lui dis, Antoine, ça te dérange pas si je te mets le doigt dans l'oreille, le doigt dans le nez? Il m'a dit, non, vas-y. Et Antoine, il était là très sérieux, voilà, le nouveau Springsteen, voilà, nanana, et puis moi j'étais comme ça. Donc tout de suite ça marchait, quoi, parce que et la chaîne a aimé tout de suite. Et la chaîne a aimé tout de suite. Oui, bon, à l'époque, enfin, on est en 78, c'était beaucoup moins lisse, quoi, qu'en 2022. On pouvait tenter des choses. Oui. Ce goût de la déconnade, oui. Ça vous vient d'où? Vous avez découvert d'où ça me vient. Oui, ça me vient. J'étais en colonie de vacances, une colonie juive à Verberie, où j'ai rencontré Richard Gottener. On avait 12 ans, 3/4. Et 3/4, oui. Et déjà, on écrivait des sketchs. Et on déconnait tous les deux. On voulait être les Poiré Serrault, les successeurs de Poiré Serrault. On n'y est jamais arrivé. On a écrit des sketchs. On est passé dans des cabarets. On avait 18 ans. Et bon, le mec nous a dit, pas terrible. Et on s'est dit avec Richard, on va arrêter d'écrire ensemble. On va faire chacun notre route. Et puis finalement, ça nous a pas trop mal réussi, séparément, quoi. Et c'est avec Richard Gottener que j'ai appris à déconner, moi. C'est ça. Et lui a appris avec moi, d'ailleurs. Mais ce goût de faire rire on faisait des sketchs pour les colons de Verberie, en fait. Tous les vendredis pour Shabbat. Je me souviens, il y avait une petite estrade et on montait, on faisait des sketchs. Mais ça devait être drôle pour les petites qui avaient 14 ans comme nous. Mais dès qu'on les faisait devant un public normal, ça ne faisait rire personne. Alors soit on était très en avance, soit on était nuls. Et ça vous servait quand même pour pécho un peu à la colonie ou pas? On était un peu jeunes, 14 ans. 14 ans, c'est quand même l'âge où on commence à s'éveiller. On avait l'impression de coucher avec les nanas, sauf qu'on leur tenait la main, puis on flirtait, mais ça allait pas plus loin. Bon. Ah non, moi à 14 ans, j'étais puceau encore. Et ce goût de faire rire, c'était aussi pour détendre un petit peu vos parents? C'était parce qu'il y a des tas de comiques qui disent qu'ils ont commencé à faire rire justement pour faire rire leur maman, parce qu'ils sentaient que leurs parents avaient un certain poids, un certain chagrin, et qui voulaient alléger un peu ça, quoi. Oui, c'est ça. On déconnait, on faisait rire nos parents, c'est tout, mais on faisait rire que nos parents et nos potes qui avaient 14 ans, quoi. Écoutez, après vous avez fait rire la France entière. C'est pas mal quand même. On s'est rattrapé. Alors, Jackie, on continue notre promenade comme ça au pays de vos chansons. Et votre deuxième choix est quelqu'un qui a mis du temps justement à entrer dans la lumière et à être connu du grand public. C'est Alain Bachung, dont vous avez été donc aussi l'attaché de presse. À quelle période de Bachung vous êtes-vous occupé de lui? À quelle période? Moi, j'ai Vertige de l'amour, l'album Vertige de l'amour. 81, donc? Oui, 81. Bachung, c'était différent de Serge. Il était aussi timide, mais il était plus...
il allait plus. Lui, il voulait vraiment. Remarquez Gainsbourg aussi voulait réussir, mais Bashung, il était prêt à faire beaucoup de télé, beaucoup de radio pour réussir, quoi. Et parfois dans des répertoires assez inattendus. Très inattendus. Très inattendus. On le sait pas, ça, qu'il a commencé comme chanteur de grande variété. Oui. Je crois un petit peu cornaqué par Claude François. Et par Claude François aussi à une époque. Avec le papillon qui est rentré dans les oreilles. Qui rentrait dans les oreilles, qui n'arrivait pas à ressortir. Et des chansons d'amour dignes de Frédéric François de l'époque, quoi. Alors lui, il a démarré avec Gabi au Gabi. Alors Gabi au Gabi, c'est aussi un accident incroyable parce qu'il voulait même pas le mettre sur l'album. Texte de Boris Berman, que j'adore, avec qui je suis resté très pote. Et c'était un truc. Moi, j'avais du mal. Le seul qui m'ait soutenu, ça, je m'en souviens toute ma vie, avec Bashung, c'est Jean-Bernard Hébet, qui avait à l'époque une émission sur RTL, qui passait de 21h à 23h. C'est le seul qui me l'ait passé, au début. Voilà. C'est grâce à Jean-Bernard que Bashung est passé à la radio. Mais il a fait comment pour passer des comédies musicales? Il a joué dans la Révolution française. Oui, bien sûr. Il a voulu représenter l'Eurovision. Il a fait les. Il était très variété au début. Et d'un seul coup, il a écouté des groupes de rock et il voulait faire ça. Voilà. Il y a eu un déclic dans le rock'n'roll, quoi. C'est l'album Roulette Russe qui a été. Oui, c'est ça, c'est Roulette Russe. Vraiment où il y a Bijou, je crois. Il y a Bijou dedans qui était justement un vrai petit bijou. Oui. Et sur Vertige de l'amour, ça y est, il était lancé. Il était lancé, mais c'était pas encore gagné. C'est le premier vraiment album qu'il a vendu qui a été disque d'or, qui s'appelle Pizza. L'album s'appelle Pizza. Effectivement. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce personnage? Il y a beaucoup de choses qui m'ont touché chez Alain. Son authenticité, pareil, il était très, très généreux, très intelligent, très drôle. Sens de la répartie. Moi, j'étais bien avec lui, quoi. Puis il était resté très simple. Je me souviens, on faisait de la pétanque. Il habitait boulevard Richard Lenoir dans le 11e. On jouait à la pétanque en bas de chez lui. Enfin bon, c'était que des trucs comme ça, quoi. On a l'impression que la notoriété, je sais pas, pour l'avoir croisé comme ça de temps en temps, que la notoriété n'avait rien changé chez lui. Rien. C'est un des rares artistes comme ça, mais rien. C'est resté le même, connu ou pas connu. alors que toi, il en a bavé, quoi. Il a eu du mal à vendre des albums, quoi. Il y a eu, puis entre ses premiers 45 tours chez Flèche, chez Claude François, 67 et 81, il y a un petit peu de temps. Alors quand c'est arrivé, il est resté le même. Et ça, j'admirais ça chez lui, beaucoup, quoi. Alors, Vertige de l'amour, cette chanson écrite à Londres, dans un studio, plus précisément, selon Boris Berman, dans les toilettes de ce studio, en remontant la braguette de son blue jean. C'est un peu ça. Il a trouvé le Vertige de l'amour. Elle dit quoi pour vous, cette chanson? Elle représente quoi pour vous? Elle me parle, quoi. Je pense que elle parle à plein de mecs, je crois. C'est ça, quoi. C'est la vie. J'adore. Puis Boris, il a tellement les mots pour le dire, avec des jeux de mots, toujours. Et une vraie poésie. Pardon? Et une vraie poésie, surtout. C'est une vraie poésie. Et puis Bashung, il a une manière de chanter qui est incroyable, de porter les mots comme ça, avec sa voix incroyable. Non, mais j'adore. Tout est dit. Quand on est attaché de presse, mais qu'on est aussi artiste soi-même, parce que vous êtes profondément artiste par toutes les fibres de votre corps, et qu'on arrive à voir décoller un artiste, qu'on porte un artiste sur les fonds baptismaux, et qu'on le voit partir. Ça se vit comment? C'est comme si c'était moi, quoi. J'étais content. J'étais content quand je vois que Bashung a commencé à vendre des disques, quand je m'occupais des armées, etc., et qu'enfin Serge Gainsbourg a pu être disque d'or, mais j'étais ravi, quoi. Pour eux, mais ravi pour moi aussi. C'était vos victoires aussi à vous. Oui, quand même, c'était un peu grâce à moi. Eux, ils ont le talent, et moi, j'étais derrière, je ramais, mais j'avais réussi quand même à faire partie de leur succès, quoi. Vertige de l'amour, votre choix, Jackie, dans les chansons de ma vie. Jackie, j'étais en train de penser que comme Bashung, finalement, vous avez eu plusieurs carrières en une seule carrière. Parce que Bashung, donc, il y a eu chanteur de comédie musicale, chanteur de variété, chanteur d'amour, chanteur à minette, et puis bon, voilà, le Bashung qu'on a connu. Vous aussi, vous avez eu plusieurs moi, j'ai pas fait que chanteur, heureusement. Oui, j'ai fait animateur, j'ai fait de la radio, de la télé, de la presse, j'ai monté une boîte de prod, j'ai produit des gens, j'ai fait plein de trucs, moi. Alors j'aime pas la routine, moi, il faut que ça change. Ouais. Dans ces carrières multiples, dans cette vie multiple, une date importante, 1982, vous devenez animateur d'une émission devenue culte, émission mise à l'antenne par Pierre Lescure, qui était alors directeur des programmes d'Antenne 2. Pas des programmes, directeur des variétés, on disait. Des variétés d'Antenne 2, et je veux bien sûr parler de Platine 45. Oui. Alors, j'imagine qu'on vous en parle encore de cette émission-là. Tous les jours, oui. Oui, c'était une
émission culte. Platine 45 qui faisait vendre beaucoup de disques. Moi, j'ai eu toutes les stars entre 82 et 86 ont défilé à Platine 45. J'ai connu tout le monde. Alors, ce qui était le plus étonnant quand on connaît aujourd'hui comment les chanteurs sont cornaqués pour faire une promo, ils viennent juste pour la promo et vous pouvez à peine leur parler, c'est à peine si vous pouvez Ah non, là, échanger. c'était le contraire. Hein. Là... Moi, j'allais chez les chanteurs, enfin, on se retrouvait, on écrivait des sketchs ensemble, je faisais 5 présentations par émission, et j'allais les voir avant l'émission et on écrivait ce qu'on allait dire. Ce qui serait impossible maintenant, mais j'allais chez les plus... Enfin, je voyais tout le monde, quoi. Que ce soit Mylène Farmer, Goldman... Jackie, Mylène Farmer riant aux éclats et vous faisant plein de bisous sur le visage. Ah non, mais c'est la seule fois où on l'a vu comme ça. Mais moi, Mylène Farmer, les gens me disent, ouais, Mylène Farmer... On m'a dit, Mylène Farmer, fais attention. Pourtant, c'était ses débuts. Fais attention, tu vas voir, elle est pas facile. Et moi, je n'écoute pas ce genre de propos. Moi, ce genre de truc, moi, j'attends de voir la personne pour me rendre compte. Elle a été super sympa avec moi, même si elle démarrait. C'est vrai que c'était pas la star, mais déjà, ça commençait à marcher. Et c'est elle qui a eu l'idée de... Elle m'a dit, Jackie, ce qui pourrait être hyper sympa, c'est qu'au fur et à mesure des présentations, je vais me mettre du rouge à lèvres, puis je vais t'embrasser un peu partout. Et c'est devenu culte. Elle a fait au dernier plateau un truc de fou, c'est qu'elle m'a embrassé sur la bouche. Bon, là c'était pas prévu. C'était un petit bisou comme ça. Hein. Puis, elle était pas mal en plus. Ah non, mais moi j'ai adoré Mylène Farmer, je l'adore toujours. Mais j'ai fait faire des trucs à des gens incroyables. Michel Blanc, j'ai déguisé en fée. Enfin, c'était des trucs de fou, quoi. Alain Chamfort, j'ai déguisé en geisha. Alain Chamfort en geisha. Effectivement, je me souviens de ça. Quel est l'artiste qui vous a le plus bluffé dans tous ceux que vous avez pu recevoir, dans ce qu'il a osé faire, dans ce qu'il a osé vous dire? Le plus, Gérard Lanvin. Il était très cash. J'ai adoré. Et l'artiste, là où j'ai le plus le trac, c'est Catherine Deneuve. Oui, elle m'a tétanisé. Je ne sais pas pourquoi. Star, quand même. Star parmi les stars. J'ai reçu aussi Adjani, avec qui je me suis bien entendu. Adjani, elle a mis mes fringues, quand même. Hein. Elle a mis mon pantalon. Il faut le faire, quand même. Oui. Mais là, vous nous racontez des choses qui, aujourd'hui, bien sûr qu'on les croit. Il y a des images. Mais compte tenu de ce qu'on vit aujourd'hui, ce serait profondément impossible. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire aujourd'hui, je pense pas. Il y a trop de barrières, trop d'attachés de presse, trop de managers, trop de producteurs. À l'époque, il y avait un attaché de presse, j'appelais les gens et on me donnait pas leur portable, mais leur numéro fixe, et puis ça se passait comme ça, quoi. Mais c'était quoi votre moteur pour oser faire ça? C'était quoi? Ce que vous aviez envie de rire? Parce que j'avais envie, j'ai proposé ça à Pierre Lescure. Pierre Lescure m'a dit, j'ai pensé à toi. J'ai dit, voilà, j'ai envie de voir les gens, j'ai envie de déconner avec eux. Il m'a dit, fais-le. Et il m'a donné un conseil que je suis d'ailleurs toujours maintenant. Il m'a dit, au départ, Platine 45, c'était une émission de clips. On est d'ailleurs à l'heure actuelle, toujours en 2022, la seule émission où on fabriquait nos clips. C'était pas des clips de maison de disques. Il m'a dit, si tu veux faire rire les gens, si tu veux faire des sketchs, ok Jackie, mais sois le plus court possible. Et c'est un conseil que j'écoute toujours. Mes présentations, le rythme. Oui, ne dépassait jamais 1 minute 30. Le rythme, comme tu dis, comme vous dites, le rythme. Vous écriviez tout? Tout était écrit au mot près? Ah non, parce qu'après, ça délirait. On avait la trame. Tu vas faire ça. Mais après, ça délirait. Mais c'était écrit. Mais s'il y avait un mot de plus, moi, je rebondissais. L'artiste rebondissait. Bon, c'était... Encore aujourd'hui, vous êtes un grand bosseur. J'ai eu le bonheur de venir sur votre plateau. Oui, moi, j'aime bien préparer les reprises. émissions. Oui. Parce que préparer les émissions, après, tu peux partir, tu vois... ça vous rassure, en fait. Oui, ça me rassure. Et puis, c'est peut-être aussi le respect pour les personnes que vous moi, des choses, quand je reçois les gens, c'est d'écouter ce qu'ils font, de lire ce qu'ils font, d'aller au spectacle. Enfin, je sais pas, quoi. Pour moi, c'est... Et les gens sont toujours étonnés en me disant, parfois, je vais voir des gens, non, ils lisent pas ce que je fais, ils écoutent pas ce que je fais. Bon, c'est navrant. Moi, je pourrais pas, quoi. Vous avez reçu plein d'artistes internationaux, pas que des Français. Et alors, là, le groupe que vous avez choisi, vous n'avez pas pu les recevoir puisqu'ils se sont séparés en 1982. C'est Blondie. C'est Blondie. Pas pu en recevoir, mais je les ai bien connus parce que j'ai été attaché de presse de Blondie, parce que c'était sur Chrysalis, distribué par Phonogramme en France. Et Debbie Harry est quelqu'un que j'ai connu, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson qui s'appelle Denis, qui me rappelle ma période attachée, enfin ma période, quoi. Et j'ai fait des tournées avec elle, j'ai des souvenirs, j'adorais Debbie Harry, enfin le groupe même son guitariste qui était à l'époque son compagnon, qui s'appelle Chris Stein, qui était un mec fabuleux, et j'ai des très beaux... Pour moi, c'est rock'n'roll, voilà. Je me souviens d'un concert de Blondie au Rose Bonbon, qui à l'époque était au-dessus de l'Olympia. Oui, là où tout a démarré, hein, là où Indochine, Taxi Girl ont fait leur premier concert. Blondie a fait son premier concert en France. Et j'ai des super souvenirs avec eux. Et cette chanson me rappelle cette insouciance et cette naïveté qui m'habitait à l'époque. Et cette chanson, elle a une petite histoire. C'est une reprise des années 60. Oui, absolument. De Randy and the Rainbow. Oui, voilà. Pour moi, il y a un côté fun, un côté... Et j'aime bien. Puis j'adorais ce groupe. J'adorais Debbie Harry. J'adorais cette fille. Et vous connaissez l'histoire de cette improvisation qu'elle fait un moment en français? Ah non, ça, vous la connaissez? Elle part en français un moment, et puis oui, ça, je sais. Elle est allée en impro. Et comme elle dit un peu n'importe quoi, c'est vrai que quand on tend l'oreille, ça n'a pas vraiment de sens. C'est ça qui me plaisait aussi. Mais je ne connais pas l'histoire. Et la maison de disques a voulu surtout
surtout lui faire refaire ça en écrivant un petit texte en français, mais bien écrit. Oui. Et elle a toujours refusé en disant ça c'était elle a bien improvisé, raison. c'était comme ça. Denis, Blondie, le choix de Jackie dans les chansons de ma vie sur Radio J. Jackie, on va continuer notre petite promenade, on va pas s'arrêter comme ça. Non, on va continuer, bien sûr. De Blondie, on arrive alors à une de vos préférences musicales. Là, Jackie, on arrive à un incontournable. Vous devez être à peu près... ça fait 2 ans qu'on fait cette émission. Il y a rarement eu un invité qui nous a pas mis dans son programme les Beatles. Ah bah non, mais moi, c'est mon groupe préféré, quoi. La révolution musicale du XXe siècle. J'ai vu l'émission à 16 ans, quoi. J'ai vu les Beatles, j'avais 17 ans, quand même. Ah au oui, Marquis à Londres, oui. J'en suis toujours parmi. Ce qui est étonnant, quand on parle des Beatles, les gens souvent nous vantent le duo mythique, Lennon, McCartney. Oui, moi, vous avez choisi George Harrison. George Harrison, Here Comes the Sun. C'est une des rares chansons qu'il ait signé dans le groupe. Ah non, il en a fait d'autres quand même. Ouais, My Guitar Gently Weeps. Oui, il y en a 3-4 qui ont vraiment marché. Il n'était pas aussi prolixe que John Lennon et Paul McCartney. Cette chanson, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est la gaieté, c'était fun, c'était beau. Et je l'écoute pratiquement tous les matins. Parce que ça me met en joie, ça me met en forme. Ça vous aide à vous lever? Oui. Non, ça m'aide pas à me lever, ça m'aide à être de bonne humeur pour la journée. C'est comme ça, et puis c'est plein de souvenirs pour moi. Mais on vous imagine mal de mauvaise humeur. Ah, si, parfois. Certainement, j'imagine. Ça passe. Mais je peux être de mauvaise humeur. Il y a une grande différence entre le Jackie public, cet homme absolument un adolescent. Enfin, oui, c'est ce qu'on me dit, que je suis un éternel adolescent. Et le papa que vous êtes, et le grand-papa que vous êtes aussi. On me dit que je suis un papa juif. Enfin, c'est même pas un papa juif, je suis une grand-mère juive. Mais je me suis calmé, parce que j'ai 2 filles. À un moment donné, quand elles sont parties, je les appelais 10 fois par jour. D'accord. Et je me suis calmé quand même. Vous en avez parlé à votre psy quand même, ou pas du tout? Oui, il m'a dit, oui. Alors, je ne vais pas voir un psy, mais j'en ai parlé à qui de droit. Et on m'a dit, enfin, mes potes, tout ça, et on m'a dit, Jackie, calme-toi. Il y en a une qui a 38 ans, l'autre qui a 33, ça va. Bon. Quand on fait rire la France entière, et quand on fait rire des générations et des générations de personnes, il est facile de rentrer à la maison, d'avoir une certaine autorité auprès de ses enfants. Non, moi, je me souviens à l'époque du Club Dorothée, mes filles, donc, ma fille Marie, qui a aujourd'hui 37 ans, elle est née en 84, elle avait 7 ans, et l'autre, Juliette, 2 ans. Je peux pas être autoritaire, je peux pas. Parce qu'elle me voyait prendre de l'eau sur la tronche, je les tape dans la gueule. C'est ça, c'est compliqué après de dire fais tes devoirs et va ranger ta chambre. Ben, je pouvais pas, c'est ma femme qui le faisait. C'est simple. Je n'avais aucune autorité sur mes enfants. Et vous étiez le papa complice, le papa confident, celui à qui bien sûr. Puis pour moi, à l'époque, comme je bossais vraiment jour et nuit, les week-ends, c'était consacré à mes filles, quoi. Bien sûr. D'accord. Donc ça, vous arriviez quand même à garder quelques bulles d'intimité. De toute façon, la famille, pour moi, est toujours très importante. J'en reviens à George Harrison. Mais je vous en prie, ça n'a pas dû être évident pour lui de vivre entouré de 2 génies. Et ça doit pas être simple quand on a beaucoup de talent de vivre avec mais lui aussi, c'est un génie. Pour moi, c'est un génie aussi, George Harrison. Oui, mais enfin... Un degré moindre, on va dire, que les 2 autres. Là où les autres faisaient 8 chansons, lui, il en faisait 2, quoi. Mais peut-être qu'il ne le laissait pas composer, ou qu'il composait, mais que ses chansons étaient refusées. Moi, j'en sais rien, je ne vivais pas avec eux. Moi, ça me fait penser, mais dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fait penser à la souffrance qu'a pu vivre un Salieri face à un Mozart, quoi. Quand vous vous retrouvez avec du talent et beaucoup de talent face à des gens contre lesquels vous ne pouvez rien faire, parce que de toute façon, ils seront toujours meilleurs que vous. Oui, c'est vrai. Mais j'adore cette chanson. Voilà. Alors, et sans parler de génie, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui, dans votre carrière professionnelle, vous ont bluffé par leur intelligence et leur flair? Il y a des mentors comme ça dont vous nous avez parlé de Pierre Lescure tout à l'heure. Ah oui, oui. Alors, oui, bien sûr. Il y a eu d'abord, il y a eu Luni Serra, donc j'en ai parlé. C'est quelqu'un qui m'a vous a mis le pied à l'étrier, d'accord. Il m'a épaté. Après, il y a eu Jacqueline Joubert, qui était directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2 à l'époque. Oui. Elle m'a bluffé parce que pour moi, c'est une grande dame de la télé. Elle m'a appris à faire de la télé. Voilà. Elle m'a appris à me comporter devant une caméra. Elle m'a bluffé. Mais elle vous a appris, c'est-à-dire qu'elle vous débriefait, elle quand je présentais Rec Radio avec Dorothée, Zabou, William Lémergie, on avait une réunion le mercredi soir, après le direct, et elle nous disait tout ce qu'il fallait faire. Et même, elle m'a dit, Jackie, elle m'a appris des choses, quoi. Elle me montrait même comment il fallait faire. C'est une dame... Enfin, j'ai beaucoup d'estime pour elle, mais qui était vraiment très classe. Et elle me disait, voilà, je me souviens toujours, je faisais avec Zabou Brightman, on faisait le petit chaperon rouge, je faisais le grand méchant loup. Alors, quand je faisais le grand méchant loup sur scène, elle me dit, Jackie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Jacqueline Joubert, qui a fait venir me classe, m'a montré comment il fallait faire le grand méchant loup. Le grand méchant loup, elle le faisait beaucoup mieux que moi, le grand méchant loup. Ça doit être intéressant, vraiment, avec un costume Chanel, mais quand elle y allait, elle était sur scène, et ça m'a bluffé. Voilà. Donc, il y a eu Jacqueline Joubert, Pierre Lescure, qui m'a donné plein de conseils, Jean-Luc Azoulay aussi. Oui, bien sûr, avec lequel vous travaillez toujours. Oui, avec lequel je travaille toujours, qui lui aussi, dans son genre, m'a bluffé. Dorothée, qui voyait tout sur un plateau, c'est incroyable.
Voilà, il y a plein de gens moi, qui m'ont... Et c'est Antoine ça, Decaune aussi. c'est ça le petit plus des gens qui vont au bien sommet, sûr. c'est qu'ils voient Il y a tout, pas de c'est qu'ils secret, sentent hein. tout. Il y a du talent, Moi, tous les gens que j'ai cités, c'est des gens qui ont du talent et des bosseurs, quoi. Le boulot. Parce que le Jacques boulot. Chaudieu, elle m'a dit un jour, ça, je le retiens toujours, elle m'a dit, oui, Jackie, t'as un truc devant la caméra, t'as du carré, si tu bosses pas, tu vas durer 6 mois. Et ça, c'est tout de suite... Mais je pense que C'est dans tout de n'importe suite quel resté métier. dans ma tête, et j'ai dit, là, Jackie, si Jacqueline qui m'a dit ça, elle a raison. Et là, je me suis vraiment mis à bosser, quoi. Vous connaissez le mot de Brassens à ce propos, qui disait, Brassens disait, le talent sans le travail, ça n'est qu'une sale manie. Oui, je Mais- connais, bien sûr, mais- il a mais tout à c'est- fait raison. Tout à fait raison. Alors, vous, à votre tour, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez aussi... donc, vous avez un immense respect pour les gens qui vous ont transmis quelque chose. Ah oui. Est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, à cœur de transmettre à des gens? Est-ce que vous allez donner des conférences dans des écoles de journalistes? Non, pas du tout. Non, pas du tout. du tout. Mais, quand je rencontre des animateurs débutants ou tout ça, je leur donne. Enfin, je me permets pas de donner des conseils, je leur donne des conseils parce que s'ils me demandent voilà, et je leur donne des conseils, absolument. Ils me disent Jackie, alors tout ça, je leur dis voilà, pour moi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Vous êtes beaucoup sollicité, vous êtes beaucoup... on vous demande beaucoup des conseils Oui, aujourd'hui? parfois, oui. Et je les donne, hein. Je les donne, c'est normal, on m'en a donné, je les donne. Voilà, en tant que vétéran. Et quand aujourd'hui, vétéran, tout jeune vétéran, quand vous vous rendez compte aujourd'hui que vous représentez quelque chose pour des tas d'ados, enfin pour des tas d'ex-ados qui ont 60 balais maintenant, Bah oui, ça, alors ça moi, vous oui, fait quoi? tous les jours, enfin la phrase qui revient, c'est « t'as bercé mon enfance ». Et c'est vrai que je suis un peu multigénérationnel, parce que comme j'ai fait plein d'émissions, j'ai fait des émissions de rock comme Les Enfants du Rock et Chorus, pour les teenagers Platine 45, pour les enfants j'ai fait Récréa 2, Club de Rock. Moi ça va. Oui, c'est là, vous êtes devenu animateur musical. En fait, non, il n'y a que les enfants qui ne me fédérateur. connaissent pas, ce qui est bizarre. Il n'y a Bah que oui. les enfants qui ne me connaissent pas. Alors qu'avant, il n'y avait que les enfants qui me connaissaient. On a basculé dans le... Alors ça part de 30 ans à... Un peu comme Tintin, jusqu'à 77 ans. Quoi. Vous ne pensez pas que les enfants d'aujourd'hui revoient... Par leurs parents. Oui, par leurs parents. Oui, et puis oui. il y a des tas de rétrospectives, il y a des tas de c'est vrai. rediffusions. Mais moins. Moi, mon cœur de cible, c'est 40-50 ans maintenant. On en était où? On en était il y a comme ça. à la chanson qui vous fait du bien le matin. Voilà, moi je l'écoute très bien. Et qui vous met de bonne humeur. Mais oui. Bon, ce soir, vous êtes déjà de très très bonne humeur. Here Comes the Sun, George Harrison, les Beatles, le choix de Jackie dans les chansons de ma vie sur Radio J. Jackie, vous en parliez à l'instant, on ne peut pas évoquer votre nom sans immédiatement l'associer à Dorothée. Jackie oui. Dorothée. Elle va comment, Dorothée, au fait? Elle va très bien. Non, elle va très bien. Vous avez va de ses bien. nouvelles, vous avez de ses nouvelles, elle vous en donne assez Oui, régulièrement. on se voit moins qu'avant, on s'est vu tous les jours pendant 20 ans. Oui. Donc, Et ça crée des liens quand même. oui, on se voit. Bah oui. C'est une amie, c'est ma sœur. Enfin bon, donc on se voit moins qu'avant, mais on s'appelle. La dernière fois que j'ai vu, c'est on a fait une émission sur TF1 qui s'appelle La chanson secrète. On lui a préparé des trucs Oui. et elle était très émue. Voilà, non, j'adore Dorothée. Moi, comme je disais, elle m'a appris beaucoup de choses en télé. Et c'est avec elle que vous passez du statut d'animateur rock au statut d'animateur familial. Oui, sauf que je présentais quand même à l'époque de Récréa 2 3 émissions en même temps. Oui. Je faisais Les Enfants du Rock, Platine 45 et Récréa 2. Donc Mais c'était elle vous a donné un autre éclairage quand même. Oui, voilà, complètement. Complètement. Et la relation avec elle, vous pourriez la qualifier comment? Vous venez de le dire, c'est votre sœur. Voilà, moi je suis fils unique, ça pourrait être ma sœur. Et lorsqu'on parle de Dorothée, on pense immédiatement à la chanson. Edith, j'ai compté, pas moins de 12 disques, vous avez enregistré 12 disques. 12-45 tours, oui, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce À que mon vous a corps donné défendant. envie C'est pas moi qui ai eu envie. On On m'a pas forcé, mais c'est Jean-Luc Alézoulet qui m'a dit voilà, écoute, fais un duo avec Dorothée, fais des chansons. Alors j'ai fait 2-3-45 tours, comme tout augmente sauf l'amour, Oui. toi et moi. Sur scène, je faisais aussi, je faisais des comédies musicales avec Dorothée, j'étais à ses côtés, et on faisait des duos sur scène, qui sortait pas forcément sur disque. Et j'en ai fait un avec Lio qui s'appelle TTO, qui était au top 50. C'est Oui, ça qui a alors marché. ça a été votre carton. Voilà. Donc ça a c'était été pas un avec bon Dorothée, succès. c'était Paroles avec de Lio. Boris Berman, musique d'Alain Chamfort. Mais c'est une super chanson en vrai. Ah bah j'adore. C'est une super chanson. J'adorais la faire. Puis Lio, moi j'adorais. Elle avait un côté complètement dingue. On l'écoute un petit peu pour faire plaisir à nos auditeurs. Ah bah moi je veux on bien. l'écoute. Ah bah, TTO, je veux bien. Oui. Vous nous avez
avez parlé tout à l'heure de vos débuts avec votre copain Richard Gottener dans des camps de vacances juifs. Vous avez jamais eu envie, parce qu'en fait, vous êtes arrivé au sommet en même temps. Richard, ses grandes années chez Virgin, c'est les années 80, le bambou de Calco. On a été connus en même temps, Vous n'avez pas eu envie de refaire un truc ensemble à ce moment-là? Moi, c'était une question que je me posais. Non, on n'en a jamais reparlé. On se voit très, très souvent, mais bon, chacun fait ses trucs. Mais non, en fait, ça pourrait être drôle, remarquez maintenant que vous m'en parlez. Peut-être je vais lui en parler. Écoutez, il y avait peut-être un truc à faire. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon. Non, c'est jamais. C'est vrai que c'est drôle. En cette période d'élection présidentielle, vous avez choisi de nous faire réécouter une chanson de Jacques Dutronc qui est un programme à elle toute seule. Oui, Merde in France. La Merde in France, c'est un grand programme. J'adore. Et pourquoi Jacques Dutronc et pourquoi Merde in France, cette chanson-là? La chanson, elle est complètement barrée. C'est la pire chanson. Enfin, c'est la chanson la plus barrée qu'il ait pu enregistrer. C'est pour ça que j'adore. Pourquoi Jacques Dutronc? Parce que je l'adore, que j'ai appris à le connaître. À l'époque de Platine 45, je le voyais énormément. Et Merde in France, c'est une chanson... j'ai des souvenirs justement de Platine 45 parce que Jacques m'avait dit, écoute Jackie, on va faire un truc, on va aller dans une déchetterie. Quand même. Et on va tourner Merde in France d'une vraie déchetterie. Et on va convoquer des mannequins, on va les foutre à poil dans une baignoire remplie de boue. Et je vais te faire la déchetterie, pour moi, ça va être ma maison. Et je vais faire visiter toutes les pièces de ma maison, sauf que ça va être une déchetterie. Il était à jeun à ce moment-là? Non, mais... Parce que là, franchement, c'est... Et j'ai un souvenir de cette chanson incroyable, où on est allé dans une déchetterie, et on termine tous les deux dans une benne à ordures, et on dit au revoir comme ça, dans la benne, comme 12 éboueurs. Et c'est vrai, il y avait 2-3 mannequins qui étaient là, qui se levaient. Alors voilà, ça c'est la salle de bain, ça c'est la salle à manger, sauf que c'était immonde, quoi. Et j'ai un autre souvenir de ça, c'est que à l'époque, il m'a demandé si je connaissais pas un bon guitariste de rock, et je lui ai conseillé, et je lui ai conseillé, je lui ai dit, j'espère que ça va lui plaire, Vincent Palmer, guitariste de Bijou, qui pour moi est un grand guitariste, et sur Made in France, le solo, c'est Vincent Palmer. C'est Vincent Palmer. Donc, alors pour tout ça, c'est pour ça que j'ai choisi Made in France, que c'est une chanson que j'adore, qui est complètement déjantée. Et puis alors, ce qui est formidable avec lui, mais comme avec vous, Dutronc, 79 printemps, vous, Jackie, je pense qu'on peut le dire, 73 printemps, on a l'impression... 74, bientôt 74, dans un mois, 74. On a l'impression que la passion vous a laissé adolescent. J'ai croisé Dutronc aux Victoires de la musique il y a une semaine. Ah bah oui, Jacques, c'est incroyable. Enfin, quand il quitte le plateau en disant à Olivier Mine et salut Drucker. Moi, j'adore. Il a mal pris, non, Olivier? Je sais pas. Il a pas compris, non? Olivier, si tu nous écoutes, dis-nous. Mais c'est quoi? C'est le fait d'être toujours resté des enfants dans vos têtes qui fait Moi, j'ai toujours été enfant, oui, je sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais j'ai toujours... Oui, on me dit toujours que je suis un éternel adolescent, donc je vais finir par le croire. Mais oui, moi, j'aime bien déconner tout le temps, je déconnerai toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Il n'y a rien de grave pour vous? La vie est un jeu, quoi. Il n'y a rien de grave pour vous, Jackie? Ah si, il y a des choses graves, mais je les garde pour moi. C'est ça, donc je pratique beaucoup d'autodérision, et je pense que l'humour on arrive à avancer grâce à l'humour. Mais bien sûr, moi, il y a des moments où j'ai pas le moral, mais je le garde pour moi. L'humour, c'est votre politesse au quotidien? Oui. Qui a dit ça d'ailleurs avant moi? je sais pas, mais elle est bien. Je vous la laisse. D'accord, mais c'est pas de moi. Ça, moi je trouve que c'est un vrai programme électoral. Complètement. Merde in France, ça veut tout dire. Le mec qui ose ça, moi je pense qu'il a des chances de se faire élire quand même. Hein. Oui, parce que c'est un très beau programme. Merde in France. Parce qu'il y en a qui disent beaucoup plus de gros mots que ça et sans en avoir l'air, quoi. Alors que là, lui, il en a l'air. Là, il en a l'air et c'est vachement bien. Jackie, comment ça s'est passé les lendemains du Club Dorothée? Vous l'avez vécu comment? La fin du Club Dorothée? Oui, les lendemains, vous êtes tout de suite reparti sur d'autres projets? Alors, on l'a su quand même. Bon, le Club Dorothée s'est arrêté en diffusion fin août 87. On l'a su au mois de janvier, donc on était un peu prévenus quand même. On était tous très très tristes. Moi, il m'a fallu quand même quelques temps pour m'en remettre. 87, 97 97, c'est 87 début, 97. Mois d'août 97. Et je m'en souviens, la dernière du Club Dorothée, c'était le jour de la mort de Lady Di, le 31 août 97. Effectivement. Voilà. Donc il y a eu 2 morts, Lady Di et le Club Dorothée. Enfin, pour moi. Et non, moi j'étais personnellement, enfin tous, même Dorothée, on était très très tristes, quoi. Et moi j'ai eu de la chance parce qu'en fait j'ai eu qu'1 an de chômage. Ça fait 42 ans que je fais de la télé, ça va, 1 an. Oui, ça va, c'est une petite. Oui, non, mais enfin bon, quand même. Et il y a des gens qui m'ont tendu la main, notamment Michel Field, qui à l'époque faisait une web télé qui s'appelait à la télé.com. Oui, tout à fait. Et j'ai fait 2 ans avec lui, où comme vous, j'interviewais des gens comme ça pendant 1 heure. Il y a eu le patron de TFJ aussi, Ghislain, qui m'a dit il y a TFJ, je pense à toi pour l'émission, et j'ai trouvé le Rabbi Jackie Show, comme faisait le Jackie Show pour Rabbi Jackie Show.
Et c'est en regardant Laura Jackie Show que le directeur d'entrevue m'a trouvé drôle et il m'a dit tiens, fais des interviews en entrevue comme ça. Donc j'ai fait des interviews décalées, d'accord. Alors j'avais entrevue et puis à un moment donné, j'ai dit tiens, j'ai monté ma boîte de prod avec Ramon Pipin. Oui. Alors on va là, Ramon Pipin, vous connaissez bien sûrement. Bien sûr. Et j'ai fait une boîte qui s'appelait une grosse boîte américaine. Enfin, elle s'appelait comme ça. C'est chouette. Oui, c'est ambitieux. J'ai produit Julien Drieux, les premières missions culinaires de Julien Drieux. C'était pour ça aussi. Oui, Julien Tour du Monde. J'ai produit aussi des dessins, des séries d'animation pour Canal J et TF1. J'ai produit Armelle, la comédienne Armelle aussi. Qui a un talent fou. Vivant. J'adore. Donc voilà, j'ai pas eu trop de... Après Jean-Luc Azoulay m'a appelé en 2007 en disant voilà, je monte une chaîne qui s'appelle IDF1, est-ce que tu veux venir? Ah bah oui. Bien évidemment, vous, oui, voilà. Vous étiez en pays de connaissances. Voilà. Alors, en parlant de One Man Show, où est-ce qu'il en est, votre spectacle? Mon One Man Show est écrit, il faut que je trouve le temps c'est toujours pareil. De le faire, quoi, enfin de le répéter. Alors moi, j'ai un titre, mais je sais pas si je vais le garder. Ça s'appelle Juif pratiquement, mais je sais pas si je vais le garder. Ça, c'est... Pour le faire, bon. Mais je vais le faire. C'est un très bon titre. C'est un très bon titre. Non, mais je le ferai, parce que moi, quand je veux faire un truc, je le fais. J'ai toujours fait ce que j'ai envie de faire, je vais au bout. Voilà. Alors on va rappeler aussi votre actualité. Votre actualité, c'est tous les après-midi. Oui. 17h, c'est ça? 17h30, 18h28. Précis. Oui, en direct, faut toujours être précis. Vous appelez toujours l'Élysée tous les après-midi? Non, là, j'ai arrêté. J'ai appelé pendant 12 ans, c'est bon. C'était drôle, ça. Le JLPP, Jackie Lave Plus Propre. Je le répète parce que c'est assez rare pour être souligné. La seule émission où Jackie donne leur chance à des gens qui ne passeraient nulle part ailleurs. Bah oui, c'est pas de ma faute s'ils passent nulle part ailleurs, mais moi je les accueille. Mais ça, c'est plutôt sympa. Jackie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Vous avez fait plein de choses. Professionnellement, ça va, hein, je suis relativement comblé. Il n'y a pas un truc que vous aimeriez faire encore? Mon One Man, je vais le faire. Donc je vais le faire, mais j'espère que je vais le faire en 2022. Attendez, ça y est, là, et la pandémie, ça a l'air d'être une affaire réglée. Oui, voilà, il y a eu la pandémie. Là, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Souhaitez-moi de me retrouver sur scène en 2022. On vous le souhaite, Jackie. Alors, une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que vous ait fait la vie à ce jour? Mes enfants. Vos filles. Et mes petites filles. C'est ça, Papy Jackie. Papy Jackie, double papy. Double papy. Ouais. Double papy, on vous souhaite un magnifique spectacle qu'on viendra applaudir très très vite au théâtre. Merci d'avoir fait un petit détour par notre micro. Grand plaisir. C'était un vrai plaisir de passer une petite heure avec vous. Avec moi aussi. Avec vous aussi, vous avez eu du plaisir à passer une heure avec vous. Voilà. C'était sympa. Vous avez eu du plaisir à passer une heure avec vous. C'était un bel échange. Merci Jackie, à très vite. Merci beaucoup. Très vite.